On l'a entendu, on l'a attendu et ça y est, nous y est, la suite de Jujutsu Kaisen est là, sous le nom de Jujutsu Kaisen Modulo. Mais de quoi ça parle exactement? Qui sont les nouveaux persos principaux? Le dessin est-il réussi ou totalement à côté de la plaque? Et surtout, des aliens? Sérieusement? Yo tout le monde, ici Nawak, un vidéaste un peu hyperactif qui vit, respire, kiffe tout ce qui touche au manga, aux animes, à la fiction générale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Jujutsu Kaisen Modulo. Je vais entre gros guillemets essayer d'analyser les chapitres qu'on a pour le moment, donner mon avis et ensuite théoriser sur la suite. En gros, cette vidéo est juste un prétexte pour parler de JJK, vu que comme tu t'en doutes, ce spin-off n'est pas encore terminé, donc il est bien trop tôt pour apporter une vraie analyse. Mais malgré tout, on peut en parler. Et si tu kiffes ce genre de contenu, lâche un like, abonne-toi et commente BG, ça fait plaisir. Sur ce, on y va. Le dessin. Ça en a sûrement surpris plus d'un, mais même si c'est son œuvre, Kega Akutami n'est plus aux commandes du dessin. Mais alors, qu'est-ce que ça donne? Et surtout, qui dessine? La réponse est Yuji Iwasaki, que certains connaissent sûrement pour avoir illustré Cypher Academy, que je précise n'avoir jamais lu, jusqu'à tout récemment pour préparer cette vidéo. Et que dire? Que dire hormis que c'est beau? Je vais pas vous sortir toute la branlette intellectuelle, c'est juste sexy. Et d'ailleurs, j'assume, pour moi, et uniquement pour moi. C'est même plus beau que le style original de Kega Akutami. Et ouais, je l'ai dit, fâchez-vous comme vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! De plus, le train sort de vibe old school, qui colle étonnamment bien à Jujutsu Kaisen, ce qui est assez paradoxal, vu que dans ce spin-off, on se projette principalement dans le futur. Mais, pour notre plus grand plaisir, on sent toujours que clairement, Kega Akutami reste impliqué dans le storyboard. On trouve toujours ces mises en scène dynamiques qui ont fait la renommée de la série. Et en vrai, en ayant regardé quelques chapitres de Cypher Academy après l'annonce de Modulo, je m'étais dit que vu la différence de ton entre les deux œuvres, il y aurait peut-être quelque chose qui collerait pas. Mais non, force est de constater que je me suis trompé et qu'il n'y a personne de mieux placé que l'auteur lui-même pour décider de qui l'accompagnera dans la conception de sa toile finale. Enfin, avec le rush de la conclusion de Jujutsu Kaisen, il a sûrement décidé de se concentrer uniquement sur le scénario, histoire d'éviter le stress d'avoir à gérer en plus le dessin. En parlant de scénario d'ailleurs, le pitch ici, il est simple. On est propulsé plusieurs années après la défaite de Sukuna. Depuis, le monde entier connaît l'existence des exorcistes, de l'énergie occulte et surtout du quasi-monopole que possèdent les Japonais sur cette ressource. Et tout ça, c'est dû à une seule personne, Kenjaku. Rappelez-vous, son discours devant les grandes puissances mondiales n'avait qu'un but, semer le chaos. Résultat, la communauté internationale n'a pas mis longtemps avant d'essayer d'imposer des accords au Japon pour réguler, entre guillemets, l'occulte. En gros, un move classique de politiciens pour éviter que Tokyo devienne trop puissant. Mais sans surprise, ils ont refusé net. Pourquoi? Eh bah, pour éviter de se faire douiller. Sauf qu'en agissant ainsi, le pays est devenu un véritable paria sur la scène internationale. Et c'est à ce moment précis que l'histoire prend un tournant complètement fou. Limite, elle fait un dérapage. Parce que oui, des aliens débarquent. Oui, des aliens dans Jujutsu Kaisen. Et ils demandent l'asile. Mais contre toute attente, ce n'est pas vers les États-Unis, pourtant première puissance mondiale qui se tourne, mais vers le Japon. Pourquoi? Eh ben parce que les Américains ont beau avoir des bombes nucléaires capables de raser la planète, un président à la morale plus que douteuse et être le pays du Big Mac, ils n'ont rien, au grand rien, qui ressemble à des pouvoirs occultes. Or, seuls les Japonais possèdent des techniques comparables aux leurs. C'est donc tout naturellement que ces extraterrestres qui se font appeler Simuriens choisissent le Japon comme refuge pour leur peuple. En gros, c'est une histoire qui apportera des thèmes tels que la découverte de l'étranger, l'acceptation et la cohabitation avec celui-ci. Des thèmes qui en soi font écho à notre époque avec ces vagues migratoires qui poussent les peuples à se découvrir, à établir des relations, le tout bien sûr sous fond d'occulte, de mystère et potentiellement d'explications sur le lore non développé dans la série de base. Bien sûr, c'est une fiction, l'enjeu ici c'est de savoir si l'étranger est pacifique ou se fait passer pour pacifique. Et donc, savoir si l'on peut anticiper une potentielle guerre. En gros, voilà le pitch de base. Perso, même si l'histoire a l'air solide et qu'elle touche à des thèmes qui me parlent, j'avoue, ça me fait un peu mal qu'on soit passé d'un univers rempli de fantômes, de démons, à des aliens. À la base, JJK s'inspirait énormément de la culture japonaise pour construire sa mythologie, que ce soit Sukuna ou encore des phénomènes sociaux adaptés au monde de l'occulte, comme le cas des jumeaux avec Maki et Mei. Ça avait une vraie patte. Moi, perso, je fais partie de ceux qui pensent qu'il aurait été plus intéressant de continuer dans cette direction, plutôt que de partir dans un délire exotique avec des aliens. Ça fait très Dan Boruto, tu vois le truc. Mais bon, faut assumer que l'histoire présentée reste prometteuse, et je suppose que les thèmes autour de l'acceptation de l'étranger ont dû parler suffisamment fort à l'auteur pour justifier l'introduction de nouvelles races dans son univers. Et en plus, on garde la même vibe occulte. De plus, on tente beaucoup faire des enquêtes surnaturelles, tout en gardant les affrontements de bourrins. Sauf que cette fois, plus de violets et plus de voitures balancées à pleine vitesse dans la gueule de l'ennemi. Parce qu'à l'époque à laquelle on est plongé, les exorcistes et les fléaux semblent être beaucoup moins forts. Et en soi, c'est logique. Ce qui poussait tout le monde à devenir monstrueusement fort, c'était surtout Gojo et Sukuna. Le monde devait s'adapter à leur puissance. Mais maintenant qu'ils sont plus là, bah bonne chance pour sortir les monstres élites. Surtout que t'as plus un roi des fléaux qui s'amuse à liquider la moitié des habitants
ou juste pour se divertir. Maintenant, ce que j'espère vraiment, c'est que Gege n'hésite pas à nous donner un maximum de lore sur son univers et qu'il ferme toutes les portes qu'il avait ouvertes dans l'histoire de base, les Reian, le passé de Sukuna et ses véritables origines. Clairement, on l'attend au tournant là-dessus. Maintenant, après avoir parlé de l'histoire, faut qu'on passe aux persos principaux. Déjà, on a Yuka et Tsurugi, les petits enfants de Maki et Yuta. Alors oui, Yuta et Maki eux-mêmes sont devenus des doyens du clan Gojo. Souvenez-vous, Yuta était le cousin éloigné de Gojo, donc après sa mort, c'est totalement logique qu'il prenne sa place en tant que chef. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ces deux-là vu qu'ils meurent dès le début. Petite parenthèse fermée. Revenons à Yuka, c'est la petite préférée de Yuta, tellement qu'avant de mourir, il lui a confié son fameux anneau, l'anneau de Rika. Mais après sa mort, ce qui devait être son dernier souvenir précieux de son grand-père, lui a été arraché pour être transmis à son frère Tsurugi. Un coup dur pour elle, d'autant plus que Tsurugi est vu comme le potentiel successeur de Yuta, à la tête du clan Gojo. Ce qui est assez paradoxal quand tu connais l'histoire du Jujutsu Kaisen. Parce que Tsurugi souffre d'une restriction innée, exactement comme Toji et Maki Zenin avant lui. Deux monstres qui, malgré leur force brute, ont été traités comme des animaux par leur clan, faut le dire. Et aujourd'hui, leur descendant est pressenti pour devenir le prochain chef. Autant dire que s'il le pouvait, il se taperait de sacrés barres. Et je paierais cher pour voir leur tête. Bref, la quête de Yuka, c'est de devenir assez forte pour récupérer l'anneau de son grand-père. Tandis que Tsurugi, lui, cherche à prouver qu'il mérite de le porter et qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais au fond, son but implicite reste de le rendre à Yuka. Mais seulement quand il aura prouvé sa valeur. Ensuite, on a Maru, un Sémurien assez chill. Lui, son objectif est clair, créer une véritable harmonie entre humains et Sémuriens. Mais la tâche est compliquée. Il doit jouer sur deux tableaux, convaincre les humains d'accepter les Sémuriens, tout en évitant que ces derniers se disent ok, impossible de cohabiter avec ces humains. On les éradique façon 39-45 et on n'en parle plus. Malgré tout, Maru, c'est un peu le ressort comique de l'histoire. Avec son ton léger, son côté gentil, il rappelle énormément l'énergie qu'Uji apportait aux côtés de Nobara et Megumi. Et tout comme Yuji, il peut se montrer aussi assez chaud. Grossièrement, ceux qu'on suit avec chacun ses buts et un caractère qui lui est propre. Enfin, la théorie. Niveau théorie, ça n'a jamais été mon fort, mais la plus évidente qui vient en tête, et pas qu'à moi, à tous ceux qui ont lu cette suite, et ben c'est la fameuse Sukuna est un alien. Même si perso, je trouve ça un peu trop facile, c'est clairement l'hypothèse la plus logique en ce moment. Mais si on creuse un peu, je dirais plutôt que Sukuna est à moitié alien. Je m'explique. On sait que depuis sa naissance, personne ne l'a jamais vraiment considéré comme un humain. Ce qui explique pourquoi sa mère a tenté de se donner la mort et d'emporter ses deux jumeaux avec elle avant leur naissance. Elle a sûrement dû comprendre que le père de Sukuna n'était pas un humain, ou du moins était quelque chose qui s'en rapproche, mais pas un humain. Et quand on y pense, avec ce qu'on apprend en modulo, les Sémuriens semblent avoir leur propre manière de dessiner les fléaux, et peut-être même de les créer. Alors un peu comme les fœtus des 9 phases, Sukuna aurait donc pu être créé artificiellement ou altéré dès l'origine. Bref, pour l'instant, on ne peut qu'attendre la suite. En conclusion, je peux humblement dire que franchement, on attend tous énormément de modulo et j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur des attentes. En tout cas, il semble être bien parti. Et aussi, cette vidéo c'était surtout l'occasion de revenir sur YouTube avec un sujet qui me passionne sans trop me prendre la tête. Et qui sait, peut-être qu'un jour on attendra un quart, voire les 10 abos. En attendant, si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi, lâche un like et laisse un com. N'hésite pas à partager ton avis ou ta théorie en commentaire, ainsi que des idées de vidéos que tu veux voir particulièrement. Et surtout, kiffe ta vie comme si demain n'existait pas mon gars. Sur ce, c'était Nawak, out, peace. C'est le retour des exorcistes, les mecs les plus cités de Tokyo. Si tu ressembles à un hétéro, je te renvoie direct à Kyoto. Je m'entraîne avec mes goumis, j'apprends à maîtriser les ombres, les gentils.